Bienvenue à tout le monde. Je suis moi-même fort bien accueillie ici. Et alors, je ne sais si certains d'entre vous connaissent cette œuvre, mais j'ai décidé aujourd'hui, alors même que nous avons un hommage à Walter Benjamin, eh bien, depuis la disparition, il y a quasiment un an, jour pour jour, quasiment, de Danny Caravan, de doubler l'hommage, hommage à Caravan, hommage à Benjamin. Et donc, vous avez ici peut-être rappelé que je ne vais pas vous parler des œuvres monumentales, de ces sculptures qu'on a appelées environnementales de Danny Caravan, tant il y en a, mais juste rappeler que dès le début des années 60, il a travaillé à des décors donc, de compagnies de danse, celle de la fameuse compagnie de Martha Graham, de la compagnie Batsheva, et que si l'on garde même en souvenir son fameux monument du Negev, eh bien le corps disposé à l'espace par sa sculpture est un cheminement qui est comme une sorte de chorégraphie de danse. Donc, je passerai rapidement sur toutes ces œuvres dont à Paris, excusez-moi, il y a bien des témoignages, sans aller même jusqu'à Cergy. Et en introduction, rappelez ce que Caravan énonçait à propos de la qualité de ses œuvres. Je cite : « Chacune de mes œuvres est d'abord liée intrinsèquement à un lieu spécifique. Je commence à travailler avec chacun des éléments que l'on retrouve dans le rituel Peul, là il parle du peuple Peul, la nature, cette relation du troupeau ou de l'artiste avec l'univers, l'arbre et enfin l'étranger. Dans mon travail, l'étranger, c'est le public que je ne connais pas et chacune de mes œuvres existe pour l'accueillir. Il se crée quelque chose, une espèce de rituel inconscient pour chacun, et mon travail a pour fonction de le faire advenir et d'amener le public à ce parcours rituel, à en accomplir les gestes. S'il ne le fait pas, j'ai échoué. Mon œuvre ne s'est pas accomplie. Derrière mon travail, pas de foi religieuse, mais une foi dans l'homme, dans la société, dans le public, dans la nature. Les choses célébrées dans mes œuvres sont de l'ordre de l'usage quotidien. Ce sont les matériaux, les faits, les gestes coutumiers du dialogue de l'homme avec la nature, avec la mémoire, avec l'univers. Alors, je placerai, donc voilà l'hommage que je voulais rendre à Danny Caravan, je placerai cette conférence, on le verra un peu plus tard, sous une œuvre d'art assez connue de Paul Klee, Angelus Novus. Mais pour le moment, nous sommes en Méditerranée et nous allons aller... Donc je vais vous proposer non pas de relier complètement l'œuvre de Caravan à sa géographie totale, mais on va aller au contact de l'œuvre. Et parce qu'on peut y aller par le parcours de la ville, voire de la frontière française à l'œuvre, c'est un beau cheminement aussi, mais ça dépasserait l'heure impartie. Juste rappeler quelques dates, parce que ce site maintenant est surchargé par la mémoire. Donc passage, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ces passages est au pluriel, 1994, on a fêté le 20e anniversaire et il y a eu une exposition aussi à la Galerie Jeanne Bucher 4 ans plus tard à Paris. Mais à cette occasion-là, une stèle a été rajoutée. 2015, 75e anniversaire de la mort de Benjamin, on a remis une stèle. Et entre-temps, il y a eu ce fameux chemin Walter Benjamin que Benjamin avait emprunté pour traverser la frontière clandestinement en 2007. Donc quand on arrive sur ce site, il est hyper mémorialisé, si vous me permettez cette énormité. Alors, juste arriver, traverser la frontière. Je voudrais juste vous lire celle qui accompagna Walter Benjamin pour lui faire traverser la frontière, et nous irons ensuite vers le comment du pourquoi de la fin de Benjamin à Portbou. Juste parce que c'est une beauté tragique. Nous atteignîmes enfin la crête. Je précédais les autres et m'arrêtai pour regarder autour de moi. De stupéfaction devant le tableau qui s'offrait soudainement à mes yeux,
je crus un instant à un mirage. Tout en bas, dans le lointain, là d'où nous venions, la Méditerranée, bleu foncé, de l'autre côté, face à nous, des récifs tombant à pic sur une plaque de verre turquoise. Une seconde mer, interroge-t-elle, tellement effectivement cette côte est festonnée. Alors, peut-être vous rappeler, à vrai dire, comment exactement on en vient à ce site. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Port-Boo, dont on va travailler l'étymologie, est un bout du monde qui est aussi la fin d'une vie. Voilà ce que d'ailleurs écrit Walter Benjamin dans sa dernière lettre à Adorno, le 25 septembre, la veille de sa mort, 1940. « Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. Dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me connaît, c'est là que ma vie va s'achever. » Et lorsque quelques années plus tard, Hannah Arendt vient sur le site, voilà ce qu'elle précise, pour que nous comprenions cette voie sans issue. Il lui manquait le visa de sortie français, encore exigé à l'époque, car le régime de Vichy, désireux d'être agréable à la Gestapo, avait pour principe à ce moment de le refuser aux réfugiés allemands. Alors, faut-il rappeler que la fameuse armistice à Rotonde du 22 juin 1940, qui voit la France capituler face à l'Allemagne, l'article 19 obligeait de livrer tous les ressortissants allemands à la Gestapo. Donc je continue le propos d'Hannah Arendt. Cependant, il n'en résultait pas en général de grandes difficultés à propos de la fuite. La route qui menait à Port-Boo, à pied, par-delà la montagne, relativement courte et point trop pénible, était bien connue et la police frontalière française ne la gardait pas. Mais ne la gardait pas... je vais y arriver. Voilà. Ne la gardait pas... Ah, j'ai un problème. Mais Benjamin, voilà, c'est ça. Mais Benjamin, qui était malade du cœur, cela devait signifier un grand effort. Et il est sans doute arrivé dans un état de grave épuisement. Effectivement, ils ont mis presque 10 heures pour monter, et il n'en fallait à peine que 4 en moyenne. Et lorsque le petit groupe de réfugiés auquel il s'était joint atteignit la frontière espagnole, il se révéla soudain que les Espagnols avaient ce jour-là fermé la frontière et que les douaniers ne reconnaissaient pas les visas faits à Marseille qu'il avait. Les réfugiés devaient donc retourner en France le jour suivant par le même chemin. Benjamin se suicida dans la nuit avec la morphine et ses compagnons furent alors autorisés par les gardes-frontières qui avaient été sûrement impressionnés, effectivement, quelque peu impressionnés, dit-elle, à gagner le Portugal, puisqu'ils devaient passer par l'Espagne, aller au Portugal pour rejoindre les États-Unis. L'embargo sur les visas fut levé quelques semaines plus tard. Un jour plus tôt, Benjamin serait passé sans difficulté. Un jour plus tard, on aurait su à Marseille qu'il n'était pas possible à ce moment de passer en Espagne. C'est seulement ce jour-là que la catastrophe était possible. Alors, sur ce coup du destin, je dirais, voilà que Caravane décide de travailler quand il a le prix en 77 à Cassel. Eh bien, l'Allemagne, c'est l'État allemand qui veut commémorer les plus grands penseurs intellectuels juifs allemands, le sollicite et le projet va commencer à prendre en 90, s'incarner complètement en 94. Permettez-moi de montrer cette ombre découpée sur un olivier qui est bien souvent cher à Caravane et de vous montrer une photo de Caravane sur un point d'Apic dont on verra quel il est. Juste vous citer ceci de Caravane. Quant à Walter Benjamin, le lieu ne m'était pas donné. On m'a demandé un monument à Port-Boo en hommage à Walter Benjamin. Je préfère dire, non pas un monument, mais un hommage. J'ai cherché le meilleur endroit. J'étais vraiment hésitant. Et puis, j'ai pensé qu'il devait être près du cimetière. Walter Benjamin n'était certes pas venu à Port-Boo pour cela, pour y être enterré. Mais le fait est qu'il y fut enterré sans l'avoir voulu. J'ai regardé tout autour de moi.
la deuxième fois où je suis venue, j'ai vu ce tourbillon au pied de la falaise. J'ai pensé, c'est vraiment l'histoire de cet homme. Ce tourbillon a été le premier point de mon projet, puis je me suis demandé comment y amener les gens, un corridor, un escalier dans la falaise, n'est pas en soi un objet d'art. Il est là simplement pour amener les gens jusqu'à la mer, voir le tourbillon. Ainsi, j'avais un point, et j'en cherchais un autre. Et je me suis dit, si ce phénomène existe, la nature peut me proposer d'autres éléments. Alors est venu l'olivier qui représente la lutte pour la vie contre les rochers, les pierres, le vent salé et violent. Voilà le deuxième point. Puis j'ai trouvé le troisième avec la haie, obstacle entre la vue et la mer, l'horizon, la liberté, et de l'autre côté simplement le bruit des trains qui s'en vont. Ce fut le troisième point. On redescend et l'on revient au point de départ. Cela devient une sorte d'anneau. En fait, c'est un anneau qui tourne autour du cimetière. Mais c'est aussi le chemin qui m'a conduit à la découverte des choses qui sont venues d'elles-mêmes au fur et à mesure que je concevais mon travail. Voilà ainsi la geste de Caravane. Alors peut-être préciser qu'on ne sait pas où est le corps de Benjamin, qu'il a été placé dans une fosse commune, mais on ne sait pas où dans le cimetière. Voilà, alors juste peut-être, voilà la photo de la police espagnole, la dernière photo de Walter Benjamin la veille de sa mort. Comprendre juste la géographie, vous voyez aujourd'hui, si vous voulez y aller en voiture, c'est quand même très très festonné, que le chemin qu'a emprunté Benjamin est celui-ci en passant par le col, donc il y a un dénivelé, le col est à 538 mètres, mais il y a presque un dénivelé de 800 mètres depuis le départ, et que nous arrivons ici dans cette baie, avec une immense gare dont on expliquera pourquoi elle est aussi immense, et nous avons dans cette baie ce terme port-bout que je voudrais vous révéler un peu dans sa sémantique, qui suscite vraiment un trouble sémantique en fait, parce que port-bout, ça s'écrit, vous le verrez écrit avec un tiret, port-bout, et port-bout tout en un. Alors port-bout tout en un, c'est en catalan. Port-bout tiré, c'est en français, en espagnol. Et donc ce bout du port, comme un port au bout d'un pays, signe d'un tiret et d'une fusion, je dirais l'accolade et la séparation en fait. Un mot en partance, aux syllabes détachables, tel que la langue l'écrit de part et d'autre d'une frontière. Le catalan joint les deux termes pour dire l'unité d'un site, là même où, sous le franquisme, eh bien, le nom de la ville se divisait. Eh bien, Bruno Quezan et moi-même avons choisi, pour justement le livre qu'on a écrit, eh bien, de fusionner les deux termes, bout faisant référence à ce geste de pêche, manière de tirer un filet entre deux bateaux qui, par mauvais temps, pouvaient se réfugier au fond d'un port. Port-bout, histoire d'une prise, d'une nasse et d'un mauvais grain qui rabat au fond d'une baie. Alors, pourquoi donc passage, le titre passage au pluriel? C'est bien sûr, d'abord ce n'est ni un tombeau ni un monument, on l'a appelé par la suite mémorial, c'est ainsi que la pratique l'a emporté, mais dans passage vous avez bien sûr le renvoi au fameux livre, le livre des passages de Walter Benjamin, sur Paris, sur les passages parisiens et sur une réflexion de la modernité baudelairienne bien évidemment, pas seulement un hommage à la passante, mais aussi du temps qui passe, bien évidemment, et d'une œuvre du coup inachevée, éparse et fragmentaire aussi. Et lorsque Caravane évoque le pèlerin, eh bien, il faudrait l'entendre à propos du visiteur de ces lieux, il faudrait l'entendre plutôt comme ce peregrinus, qui est l'étranger, l'exilé, le voyageur qui partout est cet inconnu des hommes, celui qui cherche dans la pérégrination une humanité reconnaissable à son hospitalité. Donc l'œuvre de Caravane, c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, ouvre une certaine qualité de parcours, de cheminement et de recueillement et nous montre d'une certaine manière comment habiter le monde et comment surtout habiter le temps qui passe, le temps d'un passage. Voilà. Alors, vous voyez là, il y a cette histoire de port-bout, de nasse, et en même temps de mise en tension. Vous voyez, quand on est au fond du port, on voit ces deux versants de rochers comme ça, qui tirent un lien, et vous avez ici, n'est-ce pas, le cimetière. Alors ce cimetière, le voilà, on le dit cimetière marin, bon. Et je vous laisse deviner, vous avez ici une intervention de Dany Caravane, et qui va se poursuivre un peu partout. Et donc c'est ces segments épars, comme une sorte de constellation de points
hein, de stations quasiment même, qui permettent, on va voir comment, de recomposer une mémoire, on va voir, et nos mémoires, notre mémoire personnelle, nos mémoires dans le temps de l'histoire, et la compréhension de la pensée même de Benjamin. Voilà. Alors, je placerai quand même... alors, voilà le cimetière, et on tombe sur cette chose-là quand on arrive. Hein. Et donc, peut-être citer, étonnamment, pour le coup, Michelet, mais je pense que Walter Benjamin avait pris vraiment conscience des traits d'une errance à l'issue tragique, et qu'il s'agissait de donner, et c'était surtout ses dernières thèses sur le concept d'histoire, hein, dont on pense que la fameuse serviette, le fameux cartable qu'il avait avec lui quand il a traversé la frontière, auquel il tenait tant et dont on n'a jamais retrouvé les traces, était la continuation de ces thèses sur le concept d'histoire. Et juste rappeler que, au fond, d'une histoire dont on va voir que d'une histoire dont les noms sont ceux des anonymes, c'est cela hein, qui intéresse Benjamin, qui travaille l'idée que non seulement nous ne sommes nous-mêmes que de passage, mais que le temps de l'histoire, où chaque époque rêve la suivante, comme écrit Michelet, eh bien, je poursuis, n'est que l'impossible rédemption de la précédente. Et donc, si passage hommage à Walter Benjamin est un espace dédié à la mémoire et à la pensée de Benjamin, eh bien, le parcours de l'œuvre demeure ouvert à un paysage que seul le point de vue du visiteur eh bien, compose. Et c'est là justement la force de Caravane, hein, que d'engager une réflexion sur son propre temps, à la fois singulier et collectif. Donc spatialiser le temps, c'est pas évident, hein, spatialiser le temps par un cheminement architecturé, on va voir, l'attente, et puis à un moment donné, le point de saisissement. Alors, on va commencer ici. Alors, on va voir. Ce qui est étonnant, c'est que ce qui est intéressant avec Caravane, il prend en charge le site. Il ne vient jamais nier un des éléments du site qu'il trouve. Donc, il fait avec. Alors là, bien sûr, quand on arrive, on ne voit pas ce que c'est, cette bouche d'ongle, là, comme ça. Ben, tout le monde va visiter le cimetière. Bon. Effectivement, sur le mur de ce cimetière, il y a bien une plaque, Walter Benjamin, écrit en catalan, un philosophe allemand. Bon. On rentre, on voit effectivement cette cité des morts, hein, bien évidemment. Et il faut... Bon, voilà, on descend, on tombe. C'est terrible, parce que ça, c'est le contre-monument à Caravane, c'est-à-dire vous avez un petit moment votif, hein, voilà, où vous pouvez lire ceci, bien évidemment, plaque du cimetière, la célèbre phrase de Benjamin, thèse 7 sur le concept d'histoire, traduit ici comme ceci, il n'y a pas de document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie. Je préférerais, moi, la traduction de Maurice de Gandillac que nous avons. Il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. D'où la beauté et l'horreur du lieu, hein, qui est tout à fait tragique. Hein. Alors, donc, vous voyez ici l'autre stèle réalisé pour le 75e anniversaire de la mort de Benjamin en 4 langues, hein, catalan, espagnol, français, allemand. Et moi, ce qui va m'intéresser, parce que ça, c'est pas l'œuvre de Caravane, et c'est là qu'il ne faut pas confondre. Les gens vont commémorer quelque chose qui, de manière votive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment Caravane a travaillé avec l'ensemble de ce cimetière existant sans le nier. Et qu'est-ce qu'il remarque ? Il remarque qu'il y a des escaliers, qu'on descend presque de manière vertigineuse vers la mer, qu'il y a ces voûtes d'arbres, n'est-ce pas ? Voilà, ici, qui font des ouvertures verticales. Il remarque aussi qu'il y a un grillage qui fait tout le tour. Il remarque un toit, n'est-ce pas ? Et vous voyez, il remarque aussi comment on perçoit, depuis le bas de la falaise sur le port, eh bien, le mur du cimetière. Il remarque encore à nouveau ce toit qui tutoie l'horizon. Et avec tous ces éléments-là, en fait, il va les incorporer dans son hommage. Il va les incorporer dans sa sculpture. Et donc, voilà ce que je voulais signaler à vos yeux et commencer avec ce par quoi
tout de suite, il a travaillé, c'est-à-dire le tourbillon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je regarde la mer du haut des falaises, l'eau démontée tourbillonne et mugit, jaillit tout à coup en écume blanche, retombe, s'apaise, la mer est immobile, et à nouveau, tourbillon, écume, mugissement, calme. La nature raconte ici la tragédie donc de cet homme, personne ne pourrait mieux la représenter. Tout ce qui me reste à faire, c'est amener le pèlerin à voir ce que raconte la nature. Et donc, à partir de ce tourbillon, il va travailler différentes stations, donc 3 passages mémoriaux qui sont ici signalés, hein, et on voit... la première fois, bon ça je vous l'ai lu tout à l'heure, mais la première fois que je suis venue ici, ce fut immédiatement clair pour moi que cet endroit proche de là où Walter Benjamin avait été enterré serait le site de mon projet. Donc là on a ça, le site lui-même. Et il va associer au tourbillon bien, l'olivier, ça ce sont ses premiers dessins préparatoires. Et il va associer aussi un grillage, on va voir comment il va le travailler, un cube avec une plateforme. Pourquoi ce cube? Je laisse l'intrigue. Et il dessine des rails, excusez-moi. Oui, il dessine des rails. Ces rails, ils ne seront pas dans la sculpture, mais on les entendra. Et donc, on se retrouve face à cette bouche d'ombre, avec tout ça, c'est de l'acier Corten, donc qui peut varier de couleur, mais qui quand même résiste aux embruns, et qui est à la fois un chemin, comme une sorte de grand ruban, hein, de guide comme ça, une bouche d'ombre comme une sorte de vortex comme ça aussi, et puis de boîte théâtrale quasiment. Et de l'autre côté, vous voyez le tracé, eh bien, il y a quelque chose, il y a une lame, n'est-ce pas, un couloir qui donne sur ce tourbillon, qui agite, et ce vers quoi on va aller ensemble. Et je me placerai volontiers, je placerai ma conférence volontiers sous 3 images, je dirais. Celle-ci, on voit ce tourbillon en descendant, celle-là en remontant. Donc il y a l'idée qu'on peut descendre et se retourner. Ce point de retournement est très important. Il conjugue tout le travail de Caravane. Et je la placerai bien évidemment devant Clé, l'Angelus Novus, tableau que Benjamin possédait en 1920 et maintenant qui est conservé en Israël. Et donc, l'idée, on va le voir, de l'ange, je garde ma citation pour tout à l'heure, mais il faut aller avec cette mémoire qu'à chaque instant, là où vous allez, vous pouvez vous retourner et avancer, et se retourner et avancer. Donc, on va rentrer dans cette bouche d'ombre et on descend. Et on descend. Voilà. Donc on ne traverse pas, il ne faut pas traverser le cimetière. En tant que pèlerin, on va d'abord à l'œuvre même. Et quand on descend, on voit bien qu'il y a une sorte d'attrait vertigineux. Les plaques d'acier ne sont pas, les marches sont creuses, les plaques d'acier sont juste tenues sur les côtés, et donc il y a une sorte de résonance. Bien sûr, il ne faut pas descendre à 2, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni de place. Et nous avançons pas à pas dans la sensation qu'un mouvement, qu'on s'enfonce, marche après marche, très très lentement, qu'on est pris à notre propre gravité et à une présence grandissante. Voilà ce qu'on ressent. Et ce bruit de nos pas mêlé au flot battant en contrebas, eh bien ce couloir devient une sorte de caisse de résonance et l'ensemble est à la fois tactile et sonore. Et l'effet tunnel et son issue, je dirais, fatale, est contrebalancé en quelque sorte par une sorte d'apprivoisement de soi-même. On se sent de plus en plus présent à soi et on s'aperçoit qu'à la fin, nous avons notre propre image dans les flots, ici même, ombre ou reflet, on le sait, c'est tout à fait troublant. On pourrait être attiré pour se jeter dans la mer, mais on va voir qu'on en est empêché. Bien sûr, quand j'ai vu ceci, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'homme de dos de Caspar David Friedrich, hein, le fameux voyageur au-dessus des nuages, où on est à la fois dans un effet de surplomb et d'immersion, n'est-ce pas ? Et tout au fond, nous retient, après 69 marches, et encore 18 marches après cette grande plaque de verre, eh bien, nous avons cette citation, on va voir laquelle, qui est une des thèses de Benjamin, en 4 langues, qui elle-même tutoie en allemand
l'horizon et qui nous dit ceci, alors même qu'on a l'impression tout au long du moment qu'on descend, on a l'impression vraiment d'habiter le temps. Et en même temps qu'on habite le temps, on se sent pris à notre propre nudité, je dirais, anthropologique, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, voilà comment, sur quoi nous tombons. Je vais retrouver la citation que nous voyons ici en plusieurs langues, donc catalan, espagnol, français, anglais. Eh bien, c'est bien plus difficile d'honorer la mémoire des anonymes que celle des personnes célèbres. La construction historique est consacrée à la mémoire de ceux qui n'ont pas de nom. Et effectivement, quand on arrive à ce moment absolument désarmant et en même temps tellement véridique, on est face à ce tourbillon, et ce tourbillon, moi j'ai retrouvé dans son livre des passages. Eh bien, dans les premières notes écrites en 29 par Benjamin, voilà ce qu'il écrit à propos du tourbillon. « Toute intuition vraie forme un tourbillon, nager à contresens du courant tournoyant, comme en art. Ce qui est décisif, c'est de brosser la nature à rebrousse-poil. » Et donc cette idée qu'effectivement on descend, on va remonter, il y a cette idée toujours du retournement, et donc du retournement aussi, il n'y a pas de point d'origine, il y a simplement un déplacement qui nous révolverait, qui nous retourne en quelque sorte, et au fond, qu'est-ce qu'on trouve au fond Qu'est-ce qu'on trouve au fond Eh bien, un visage où vous ne vous reconnaissez pas vous-même, il y a juste un visage, c'est anonyme, et qui pose la grave question, entre autres, on a l'impression du retour de l'absent, en fait, à travers la mémoire des sans-noms. Quand vous arrivez face à cette image de vous-même qui est tellement celle de toute l'humanité que tous les sans-noms réarrivent à toute allure. Et il y a ce moment absolument vertigineux, moi, que j'ai pensé à ce célèbre passage aussi de Paul Celan qui remarque « pour témoigner du sans-témoin ». Et là où nul ne témoigne, pour le témoin. On est face à ce vertige-là. Et le rôle de l'artiste, c'est justement de réactiver un témoignage sans origine, puisqu'il est pris justement dans le tourbillon. Et on a l'impression que c'est une ombre, alors que c'est un reflet, mais c'est paradoxalement les deux à la fois, eh bien, qui prend en charge les sans-noms, en quelque sorte, vous voyez, en avant, en arrière, quand on se retourne, le corridor devient ceci, c'est ce point aussi quasiment blanc aveugle, quoi, dans le temps de l'histoire. Eh bien, on ne peut s'empêcher, bien évidemment, surtout, moi quand j'ai écrit ça, c'était en 2015, je crois, eh bien, forcément, on conflit des peuples, des naufragés, des rescapés, des migrants, des fugitifs et des réfugiés, dans tous les silences de l'histoire, par où donner comment visage à l'humanité. Et d'ouvrir du coup la question de la forme poétique même, selon laquelle l'histoire peut s'écrire. Face à comment peut-on écrire l'histoire avec cette charge poétique, face, comme dirait Jacques Rancière, à sa peur devant ce qui est la matière sensible de son objet, à savoir pour l'historien le temps, les mots et la mort. Voilà. Alors, dans ce corridor, cette coïncidence, n'est-ce pas, avec notre image et voilà le fameux tableau de Paul Klee, je vais quand même citer ce qu'en écrit Benjamin. 9e thèse sur le concept d'histoire. Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qui fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire avec un grand H. Son visage est tourné vers le passé, là où nous apparaît une chaîne d'événements. Il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Je pourrais montrer ceci qui est derrière la plaque de verre. Et au bout, de l'autre côté. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange
ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, paradoxal, hein, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Donc il y a toujours cette dimension, indépendamment de la dimension messianique, mais surtout visionnaire chez Benjamin, qui fait que sa pensée est encore totalement actualisable, bien évidemment, jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, se retourner, avancer, se retourner, c'est assez vertigineux parce que là, nous descendons, là, nous remontons. C'est un même process où un point de lumière, eh bien, nous attire littéralement. Et s'il faut remonter en quelque sorte cet escalier après ce moment de contemplation, et là j'en profite pour vous parler peut-être de cette roche métamorphique, qui est en fait des sortes de schistes un peu cuivrés, n'est-ce pas, mais qui sont sous l'effet des embruns feuilletés et qui partent en talc. Et on a l'impression, parce que c'est du haut de la falaise, que eh bien, cette roche pleure en fait littéralement les longues traînées de l'histoire. Nous remontons, et alors quand nous remontons, nous allons passer ce corridor, en fait, je ne l'ai pas précisé précédemment, il y a une partie qui est ouverte au ciel, donc là on a le talus, et nous remontons avec ces effets, et là je parle des effets lumineux, plastiques, de la forme sculpturale de l'œuvre de Caravane, et on va y aller. Alors, c'est vrai que le plus beau moment pour y aller, c'est au mois de janvier, parce que les éléments sont un peu plus déchaînés, le tourbillon est vraiment percevable. Mais après, il y a des colorations, il y a des cieux, il faut y aller à toutes les saisons. Mais je pense que la première fois, il faut y aller en janvier. Voilà. C'est un peu comme pour Venise, en quelque sorte. Bon. Voilà. Alors, on remonte et il y a des effets d'ouverture qui sont abstraits. Je vais me taire, là, et je vais vous montrer des images. Insensiblement, quelque chose se distingue et apparaît ici, n'est-ce pas? Nous voyons apparaître un arbre. Il y a toujours des arbres avec Caravane. Et nous voyons apparaître comme une porte, mais ce n'est pas une porte, c'est la lumière qui nous attirait tant, qui fait porte. Donc vous voyez ici que justement c'est très fin, c'est très subtil. Il n'y a pas de porte, c'est toujours ouvert à toute saison. Mais cet escalier, qui est en creux, il est signalé par une ligne en creux creusée, n'est-ce pas, qui fait porte en quelque sorte. Et quand on arrive au niveau du sol, on voit à nouveau, on retrouve notre bande, n'est-ce pas, notre fameux ruban du départ. Mais quand on est arrivé, on n'avait pas remarqué qu'en fait, la vue est bloquée. Et il y a une sorte de mur-porte, en quelque sorte, qui surgit. Alors, la lumière du bout, elle peut être aveuglante et nous happe. Il y a une embrasure, mais n'empêche que cette ouverture bloque. Alors, il a voulu, Caravane, dire que c'est le cheminement compliqué de Benjamin dans l'avancée, qu'il n'y avait pas d'issue, qu'au-delà, on ne peut aller au-delà de toute frontière. Bon, pour le moment, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai pensé aussi à une autre chose, mais ça, il n'a pas évoqué, mais c'est l'interprète qui... C'est-à-dire, vous avez le droit, bien évidemment, de vous approprier l'œuvre, et au contraire, c'est ce qu'il faut. C'est qu'entre le reflet ombreux que nous avions dans le tourbillon et la remontée qui vient taper contre, tutoyer le talus sur ce mur de pierre, eh bien, il y a comme l'effet quasiment entre le reflet de Narcisse, eh bien, Écho, la fameuse nymphe Écho, qui se pétrifie dans le rocher, dans ces murs de pierre sèche. Et on peut se poser la question, comment passer de l'autre côté? De l'autre côté, dans le bon sens du terme, pour continuer le cheminement que nous propose Caravane. Eh bien, voilà, vous voyez que ce ruban-là, il s'installe dans le paysage, c'est discret, ça on pourrait ne pas le voir, n'est-ce pas? Mais une fois que vous remontez, vous le voyez. D'ailleurs, ce ruban qui est au sol n'est que le prolongement, comme un plan rabattu, de l'ouverture, n'est-ce pas, du corridor. Et quand on remonte vers Colera, c'est-à-dire vers le chemin qui va vers l'Espagne, eh bien, adossé justement au mur blanc du cimetière, ce fameux olivier qui lui est très cher, et enchâssé dans la roche,
ce siège en forme d'escalier, qui est une sorte de massif, qui est en monobloc d'acier corten, qui n'est guère éloigné de l'ouverture du corridor, mais dont on voit en fait qu'il est bien installé dans le site, on le voit ici, n'est-ce pas? Et donc je m'est souvenu un des moments précieux de René Char, dans le poème Pulvérisé, c'est l'heure de se taire, de devenir la tour que l'avenir convoite, terre sur quoi l'olivier brille, tout s'évanouit en passage. Effectivement, alors on peut s'installer là, s'asseoir et concevoir qu'effectivement, nous avons la ville de l'autre côté, nous l'entendons. Vous avez ici cette énorme gare avec cette église qui s'appelle l'église Santa Maria. Voilà, la voilà, qui est disproportionnée par rapport à la petite ville qu'elle est, Portbou, et qui en fait, vous savez qu'il y a un problème d'écartement de rails entre la France et l'Espagne, et qu'on est obligé de décharger à chaque fois toutes ces grandes cargaisons d'oranges, etc. Et que ça, c'est un des produits de la conception de Gustave Eiffel pour la grande exposition universelle de 1929, réalisée par des architectes catalans. Et donc, c'est la seule gare que je connaisse où on a une église à quai. Les ouvriers, pendant qu'ils construisaient, l'ont construite ici à quai. Et donc, très régulièrement, c'est très émouvant, parce que bien sûr, quand on entend les trains au loin, on ne pense pas aux oranges ou à l'écartement des rails. On pense bien sûr au camp, au départ, vers les camps. Et donc, c'est terriblement glaçant, je dirais. Et nous faisons le tour de cette dernière... On remonte le chemin, nous faisons le tour derrière cette chapelle du cimetière. Nous ne rentrons pas dans le cimetière. Et nous arrivons sur ce promontoire dont je vous avais parlé tout à l'heure, sur lequel se distingue un cube d'acier corten. Et là, moment de méditation, là, vous pouvez vous asseoir, c'est toujours solitaire. C'est le pèlerin, il doit être seul pour cheminer dans cette œuvre. Et contemplation, donc vous voyez bien qu'on est au-dessus du toit du cimetière, et il a maintenu ce grillage qui fait le tour pour questionner, en fait, au fond, l'horizon, on va dire. D'une certaine manière, le grillage oblitère, pour partie la vue, mais aussi nous incite à voir à travers. On pense bien évidemment à l'origine même de l'horizon, Horos, qui est la borne, et qui ouvrait le chemin. Et là, qui semble désigner quand même un horizon illimité mais inatteignable, eh bien, ce moment-là de contemplation nous dit, mais tiens, nous cheminons, nous marchons, station, contemplation, est-ce qu'on pourrait marcher sur l'horizon? Eh bien, ça serait, si on devait marcher sur l'horizon, nous n'aurions plus d'ombre, on ne peut plus percevoir, en principe, l'horizon se déplace avec nous, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que nous marchons, il se déplace. Et là, vous êtes en station fixe, et vous vous dites que vous êtes à la limite, peut-être à la limite de disparaître, je ne sais. Mais pour Caravane, quand il a conçu comme ça, il a écrit « Voir à travers la grille et au-delà du cimetière vers la liberté » à l'époque. Voyez. Alors, on peut penser de manière contradictoire, mais il y a un appel évidemment à l'envol de l'esprit, évidemment. Mais moi m'est revenue une exclamation du chœur de l'Antigone de Sophocle, à ce moment-là, et qui est une façon peut-être, qui s'exclame « Il y a bien des merveilles en ce monde, mais il en est de plus grandes que l'homme. » De plus désastreuses, mais de plus grandes aussi. Bon. Ou alors peut-être répondre à l'élan messianique de Benjamin, qui exige justement l'impossible. Je cite ici Benjamin, « Rien de ce qui eut jamais lieu n'est perdu pour l'histoire. » Ça se lit aussi des deux côtés. Ou sauver ce qui surgit comme mémoire involontaire, puisqu'il y a une belle exposition dédiée à Proust sur la mémoire involontaire. Benjamin a été le premier traducteur de Proust en allemand, et il s'intéressait à ces notions de mémoire chez Proust. La mémoire involontaire, alors lui, au milieu de la catastrophe, on va dire, ne rien oublier, même fichu, on est fichu, saisir l'étoffe du texte, couverte d'images, où les lettres ont des voiles qui se gonflent sous la brise.
je pense au terme de fichu, parce que au camp de Nevers, il a été à un moment donné interné un temps, avant d'être sauvé par St. John Perse, qui l'a fait revenir à Paris, et il a attendu le dernier moment pour quitter Paris, hein, vous le savez peut-être. Et il a un rêve, le 12 octobre 1939, dans lequel il écrit « Il s'agissait de changer en fichu une poésie. Voilà. D'où le jeu de mots fichu et être fichu, d'ailleurs sur lequel a écrit merveilleusement bien Derrida. Alors voilà, on se retourne, hein, on peut se retourner toujours, et voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire au loin, toujours la gare. Et donc, quand on se dit, on est là, on a déjà eu pas mal d'émotions, le nombre de personnes, enfin, chacun de nous, quand on arpente cet hommage, passage, eh bien, on a des histoires personnelles qui reviennent. Qu'est-ce que notre mémoire? Comment c'est inscrit dans le monde? Comment c'est inscrit dans le temps de l'histoire? La généalogie, les ascendants, mais ça réactive systématiquement hein, cela. Hein. Et même Edwige Plenel, dans son livre, dans la préface qu'il écrit pour la réédition, effectivement, du Chemin des Pyrénées de Lisa Fitko, lui-même réactive sa propre mémoire personnelle. Hein, il ose. Hein, donc voilà. Ça... Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait dans le livre, mais je ne l'ai pas là fait devant vous. Bien évidemment, ça aurait dépassé l'heure. Mais je tenais absolument à vous dire ceci. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais alors... Ça commence par où? Comment ça s'organise, tous ces points sculptés dans l'espace? Et vous faites à l'envers la mémoire, vous remettez en mémoire le parcours que vous avez fait. Et donc, on peut effectivement relier les choses entre elles et voir que parfois, effectivement, c'est le calme plat à d'autres saisons, vous voyez, par exemple, là. Et que cette bouche d'ombre qui était... Il y a ce minimalisme aussi dans le geste de Caravane qui nous donne... ceci. Et qu'en fait, là, peut-être vous vous dites, quand vous repartez vers la ville, mais que le site complet, ce site spécifique, hein, c'est ce qu'on appelle les sculptures spécifiques, prend en charge aussi bien la géologie, le temps de l'histoire, la construction, l'urbanisme, la mémoire des lieux élargie. Et donc, vous voyez ces tunnels, ces traversées, mais toute la ville en est pétrie. C'est-à-dire, c'est une ville où il y a des escaliers partout, on monte et on descend. Et les Ramblas, par exemple, vous voyez les Ramblas, tout au bout, là. Vous voyez ces Ramblas, là. Elles sont là. Il y a une bouche d'ombre, je l'appelle ainsi depuis tout à l'heure, d'un côté, de l'autre aussi, puisque apparemment ça pourrait être rempli de flots d'eau. Vous savez que ça se remplit avec les épisodes de grande pluie, ça va dans la mer. Et si on va même au bout de ces Ramblas, on tombe sur un tunnel. Un autre. Aval ou amont? Là, on remonte, je remonte, je me retourne. Vous voyez? Et en fait, quand je me retourne, tout au bout, il y a quoi? Il y a ça. Ce tunnel-là, ça débouche sur ce bout du port qui met en tension ces deux versants et sur lequel, eh bien, se glisse la faille, la descente qu'a créé Caravane. Et au loin, voilà le passage de la frontière, d'un côté, hein, la ligne frontière, qui a tant marqué la retirada. Je rappelle, en 1939, hein, il y a plus de 100 000 républicains espagnols qui passent par là. Et moi, la première fois que j'y suis allée, alors juste, mais c'est pas une évocation dont je parle en détail dans le livre, mais bien évidemment, ça n'existe plus. Près des Ramblas, la caserne des militaires était en train d'être démolie. Et c'était le reste du franquisme, bien évidemment. Ça, c'était en train d'être démoli. Et ce jour-là, il y avait ceci, la buvette, qui est formidable. Il faut aller voir Antonio à la buvette. Hein. Mais il y avait ceci autour. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette horreur? On met encore des images, il y en a partout. Il y en a sur les grilles de tous les jardins, de toutes les métropoles, etc. Et comme si on ne pouvait pas voir... Et là, c'était tout à fait surprenant. Parce que je me suis dit, mais c'est un sacré clin d'œil malgré eux, au fameux petit texte de Benjamin sur la photographie à l'ère de la reproductibilité, quand il dit que l'œuvre d'art a perdu son aura et que dès lors qu'elle est industrialisée, mise en série, se perd l'aura. Et là, nous avons, donc on ne pouvait même plus contempler la baie, nous avions une bâche photographiée qui nous représentait vraiment ce qu'on voyait, ce qu'on était censé voir.
Je me suis dit, ça c'est alors Benjamin, hein. Bon. Et donc voilà, donc juste vous dire qu'au fond, tout ce qui reliait tous ces termes de ces différents points nœudos de passage, j'aime pas trop dire monument et mémorial, mais enfin, c'est moi je me suis dit, où est le 5e terme? Toujours, hein. Et pour moi, ce qui relie, il y a un 5e terme qui relie ces 4 passages en un tout, qui fait donc espace de mémoire, et donc seul le visiteur, acteur de son parcours anime, et bien donnant à connaître, en fait, au fond, par son cheminement, ce qui fait passage dans la sculpture, et bien, vous savez, ce cube qui tient, tout à l'heure qu'on a vu, qui tient quoi? Qui nous tient, qui nous contient. Et en fait, ce cube, si on regarde bien, c'était un reste, surtout dans la sculpture minimaliste de Caravane, et ben c'est un reste de piédestal dédié aux statues sous la Troisième République, jusqu'à la Troisième République, on mettait debout, n'est-ce pas? Et en fait, c'est un piédestal à la statue vivante, c'est une de mes interprétations, un piédestal à la statue vivante du spectateur, la statuaire, non, n'est plus. Et bon, voilà. Et donc, une sorte d'humilité élémentaire face à la sculpture, je dirais, de la nature, au fond, hein, du monde. Hein. Il faut écouter ce que raconte la nature, hein, nous dit Caravane. Et opposant, au fond, la mémoire volontaire de la sculpture classique à la mémoire involontaire proustienne de la sculpture contemporaine, eh bien, je cite là, je pense à Rosalind Krauss, qui nous invite justement à une réflexion élargie sur la temporalité de l'œuvre et sur le temps de l'œuvre dans l'art contemporain minimaliste sculptural. Eh bien, je dirais que l'ancienne fonction commémorative associée à la sculpture, d'ailleurs que Baudelaire avait repéré, hein, dès son salon de 1859, eh bien au contraire, elle ici s'ouvre aux traces de l'expérience vécue à travers la remémoration, et que cette remémoration, elle traverse sur des parcours à trous, qu'il faut de l'oubli, qu'il faut du retour, qu'il faut des avancées. Eh bien, la structure mémorielle qui caractérise, je dirais, Passage, au pluriel, de Dany Caravane, eh bien, prend en charge la remémoration, au sens où Walter Benjamin l'entend, faisant de l'histoire, je cite, un temps saturé d'à présent, marqué par le choc et l'éveil. Passage, eh bien, est dédié à la mémoire donc des anonymes, est une œuvre qui répond, à mon goût, hein, il me semble, à une structure de l'allégorie faite de membres disjoints, allégorie sur laquelle il avait travaillé, hein, dans le drame du baroque allemand, grand connaisseur de l'allégorie, Benjamin. Et donc c'est dans ces écarts, ces espacements, ces trouées, que l'œuvre trouve son dispositif spatial et provoque une mise en relation des éléments entre eux. Ainsi jetés dans l'ordre de la nature, ils font écho au chaos en nous de l'histoire et ouvrent sur, je dirais, l'avenir utopique enfoui dans le passé. L'avenir utopique est enfoui dans le passé. Hein. Je vous renvoie au texte de l'Angelus Novus tout à l'heure. Dispersés, disséminés, donc, eh bien, ces moments épars, ils ouvrent une circulation, hein, de sens multiples dans les chemins qu'ils dessinent, ainsi que les fragments en ruine du rêve appellent à déchiffrer leur énigme. On ne peut parler d'œuvres fractionnées, mais plutôt partitionnées, mettant en partition l'espace, ouvrant des séquences au déploiement de la pensée. Ce qui fait la spécificité, au fond, de l'œuvre, ce n'est ni son site, paradoxalement, quand bien même elle joue, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sa nature géologique en tant que site spécifique, ni l'événement qui la constitue en territoire de mémoire, le suicide de Benjamin, mais bien sa capacité à mettre en mouvement un parcours mémoriel, singulier et collectif. Chaque élément devient, au fond, le centre d'une action. Entre chaque point de l'œuvre se trouvent des forces et des relations de va-et-vient qui mobilisent notre étonnement, ménagent notre attente, suscitent des points de surgissement et viennent provoquer en nous le pathos, une sorte de pathos du « il y a ». Parce qu'on est présent, hein, il y a. Parce qu'il n'y a toujours qu'une fois. Celle qui devient pour nous une archéologie d'images, de pensée. Voilà, je vous remercie. Et j'ai terminé même pour une fois juste avant. Juste vous montrer que les photos que je vous ai montrées, c'est moi qui les ai prises
et qu'on peut retrouver une partie de mon intervention et des photos du site et d'autres interventions aussi de Bruno Clézanne et des collègues qui ont été sollicités pour l'ouvrage, ici même, à la librairie, si vous le désirez, tout à l'heure.